Merci de nous rester fidèles pour suivre cette émission tous les jours du lundi au vendredi à partir de 22h sur la télé du 21e siècle. Nous partons avec 3 sujets encore ce soir. Le Conseil des ministres s'est tenu hier jeudi. Analyse à suivre dans cette émission. Aussi probable remise en liberté de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, ont fait le point tout à l'heure. Et puis en France, les Gilets jaunes projettent de manifester demain au compte de leur mouvement. Analyse à suivre également dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de rester fidèles au programme de Star 21 TV. On marque la petite pause, juste après, on se retrouve. Rebonsoir à tous, de retour sur ce plateau, en ma compagnie, l'analyste de toutes les soirées avec nous, Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, bienvenue. C'est un plaisir d'être dans notre émission Analyse. Voilà. Sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire hier jeudi de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. Message de son Excellence, le Président de la République, mais aussi le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel du 27, du 4 décembre, du 11 décembre. Et voilà, nous allons décortiquer tout cela dans un instant. Mais d'entrée de jeu, encore les ministres se sont retrouvés, malgré le calendrier chargé, surtout avec ce passage devant les élus du peuple pour défendre le budget 2019. Ils étaient encore en conclave hier. Nous allons partir avec un reportage de compte-rendu. Juste après, on se retrouve pour continuer le débat. Au titre du point de l'ordre du jour, le président de la République a instruit les services compétents de veiller au règlement à temps des cotisations dues par la Guinée au titre de sa participation aux organisations internationales. Le chef de l'État a rappelé les dispositions du Code minier attribuant à la République de Guinée le droit de transport et de commercialisation de la moitié des productions minières extraites, pour autant qu'elle en manifeste le désir et dispose des moyens et de l'armement maritime prévus à cet effet. Le président de la République a invité le ministre en charge du secteur minier à ce que les activités de sous-traitance relatives au transport de bauxite par véhicule routier soient principalement exercées par les jeunes encouragés à s'associer pour la création de groupements d'intérêt économique GIE. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu le 27 novembre, le 4 décembre et le 11 décembre 2018. Le Conseil a entendu successivement, lors de la session du 27 novembre 2018, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui a fait une communication relative aux termes de référence de la mission d'information et de sensibilisation des membres du gouvernement dans les collectivités. Il a indiqué que l'objectif principal est d'organiser une campagne d'information et de sensibilisation de proximité des populations dans les préfectures et communes de Conakry sur le contexte actuel marqué par de grandes avancées que connaît le pays, avec les bonnes perspectives contenues dans le plan national de développement économique et social, PNDES, l'insécurité grandissante et la désinformation susceptibles de compromettre dangereusement l'élan amorcé. Quant au ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, il a fait 2 communications. La première relative aux contributions de la République de Guinée au niveau des organisations et institutions internationales. Il a informé qu'à date, la Guinée est affiliée à 250 organisations internationales pour une contribution globale de 129 milliards de francs guinéens par an et 385 milliards de francs guinéens d'un pays. Le ministre a déploré cet état de fait. Pour la session du 4 décembre 2018, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a soumis pour examen le projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du registre social unifié en République de Guinée. Pour la session ordinaire du mardi 11 décembre 2018, le ministre de la Justice a soumis pour examen les projets de décret portant modalités d'organisation et de fonctionnement du casier judiciaire central. Le ministre de la Justice a soumis pour examen les projets de décret portant 1. Modalités d'organisation et de fonctionnement du casier judiciaire central. 2. Modalités de fonctionnement,
du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des processus judiciaires. 3. Conditions et modalités de gestion et de conservation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a soumis pour examen le projet de loi portant protection des œuvres littéraires et artistiques en République de Guinée, qui a été adopté au terme des débats. Celui de l'information et de la communication a soumis pour examen en seconde lecture le projet de décret fixant les statuts de l'Institution nationale de l'audiovisuel de Guinée. Dans les divers, le ministre des Transports a fait une communication informant sur le crash survenu à Monrovia le 11 février 2013. Il a proposé qu'une stèle y soit érigée à la mémoire des soldats qui ont péri. Le ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine a informé de la tenue du sommet des chefs d'État de la CEDEAO le samedi 22 décembre 2018. Le ministre en charge de la culture a informé de la tenue prochaine de la quinzaine artistique nationale. Enfin, le Conseil a apprécié vivement le fait que le taux de fréquentation des structures scolaires s'améliore progressivement grâce aux actions de sensibilisation des élèves et enseignants initiés. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Dès l'entame de cette rencontre avec le président de la République, vous l'avez compris dans ce reportage, dans ce compte-rendu plutôt, le président a instruit les services compétents de veiller au règlement à temps des cotisations dues par la Guinée au titre de sa participation aux organisations internationales. Justement, aujourd'hui, nous parlerons de plus de 126 millions de cotisations en dollars, et chose qui peut-être n'est pas du tout effective sur le plan international. La Guinée a même un gap à atteindre aujourd'hui parce que du côté de gap, on parlait de plus de 300 millions justement à payer. Ça veut dire que la Guinée ne contribue pas correctement par rapport à sa participation dans les différentes institutions dont elle est aujourd'hui membre. Pour vous aujourd'hui, est-ce que cela peut permettre encore à la Guinée de briguer des responsabilités, surtout quand on se rappelle, avec l'arrivée du président de la République à la tête du pays en 2010, il a insisté sur le paiement de ces cotisations un peu partout dans toutes ces institutions, chose qui a permis aux Guinéens de se retrouver représentants et de prendre aussi la parole sur les tribunes tout en étant fiers. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il y a une analyse proprement dite à faire autour de cette question? Oui, je pense qu'il y a un principe en droit international. Quand vous êtes membre d'une organisation internationale, vous devez cotiser. C'est-à-dire que les cotisations sont obligatoires pour tous les États membres. Il y a un principe aux Nations Unies, c'est que si vous n'êtes pas à jour dans vos cotisations, pendant l'Assemblée Générale, au moment où on doit prendre des décisions, vous n'avez pas droit à la parole. Donc vous n'avez pas droit à la parole parce que vous n'êtes pas à jour dans vos cotisations dans les organisations internationales. C'est pourquoi il est très important dans le système institutionnel des relations internationales de veiller à ce que les cotisations soient payées à temps et dans les délais. Autrement, on risque d'avoir des arriérés de non-paiement et ces arriérés accumulés peuvent constituer pour nous un handicap majeur dans le débat international. Donc il est très important que notre pays qui a connu une transition avant 2010 soit de nouveau dans les organisations internationales et participe activement aux travaux, que ce soit au niveau des organisations internationales à compétences régionales telles que l'Union africaine et sous-régionale telles que la CEDEAO, et au niveau également des organisations internationales à compétences universelles, notamment l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Bref, la Guinée, à un moment donné, à partir de 2010, était de retour dans le concert des nations. Ce retour... Parce que ce concept partait bien avec ce que disait le président, le slogan du président de la République qui disait que la Guinée is back. Aujourd'hui, oui, avec un back, oui, ça devient encore très compliqué pour les diplomates guinéens de pouvoir porter leur voix haut, sur leur voix haute peut-être, surtout avec cette question aujourd'hui de non-paiement des cotisations au sein des institutions.
Oui, je pense que ce n'est pas bien. Honnêtement, il faut le dire. En droit international, si vous ne payez pas vos cotisations, vous n'avez pas droit à la parole. Donc, il est très important que nous comprenions ce système-là et que nous sachions que si nous ne payons pas nos cotisations, nous ne pouvons pas être parmi les décideurs au sein des organisations internationales. C'est une obligation fondamentale. Nous allons changer de sujet et on parle maintenant de cette situation socio-politique. Il est là avec nous, notre invité de parcours. Il s'agit de Mohamed Kaba, justement coordinateur national du PADES. Monsieur Kaba, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la situation socio-politique en Guinée? Oui, c'est très intéressant. Je parlais tantôt concernant la petite enfance, de la nécessité de procéder à l'encadrement, mais aussi de mettre en place un environnement propice au développement des enfants. Parce qu'un enfant qui évolue dans un environnement de tension, c'est le cas aujourd'hui, dans un environnement de violence, va grandir avec ses gènes et va porter ses gènes et va lui-même devenir violent, ou va transmettre ses gènes. Donc il est important, extrêmement important, qu'on puisse avoir dans notre pays aujourd'hui un environnement apaisé. La Guinée, c'est comme une famille. Qu'est-ce qui favorise cette situation aujourd'hui, en tout cas de chaleur, de violence dans le pays pour vous? Bon, la situation, elle a plusieurs origines. Mais les tractations politiques, à 70%, sont responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des tensions, il y a des violences par-ci, par-là. Il y a aussi le manque de l'autorité de l'État. La Guinée, c'est notre famille. C'est notre famille avec 4 fils, comme 4 régions. Et lorsque un membre de cette famille a un ressentiment quelconque, a un pressenti quelconque, tous les membres de la famille doivent le ressentir, à mon avis. Pour vous, est-ce que c'est ce qui est à la base aujourd'hui de toutes ces tensions dans ce pays? J'aimerais qu'on parle du discours politique. Quel est l'effet du discours politique? Quel est l'impact du discours politique? Moi, j'ai comme le sentiment qu'il y a ce qu'on appelle une dénégation des responsabilités dans le discours politique. C'est l'autre qui me jette la pierre. C'est l'autre qui me lance le gaz lacrymogène. Lorsque nous sommes dans un contexte pareil, personne ne trouve à assumer quelconque responsabilité. C'est toujours l'autre qui est fautif. C'est toujours l'ethnie de l'autre qui est fautif. C'est toujours le parti politique de l'autre qui est fautif. Alors, dans ce contexte-là, ça ne peut qu'attiser ces violences que nous voyons. Donc il faut voir la modulation, la régulation du discours politique et son incidence sur l'influence sur la population. Je crois qu'une des causes, c'est effectivement la qualité du discours politique. Si ce n'est pas un discours apaisant, pour vous, ce n'est pas des discours de qualité, des discours en tout cas rassemblés. Les discours qui révoltent, les discours qui font de la dénégation politique, les discours qui font de l'accusation politique, les discours qui ne construisent pas le peuple. Vous voulez que nous arrivions à quoi? Nous ne pouvons qu'arriver à ces situations de tension, à ces situations de compromis, à ces situations qui font en sorte que le peuple ne peut pas vivre en paix. L'État, dans son rôle aujourd'hui, est à la responsabilité de protéger les citoyens. Oui. Mais l'opposition aussi, dans son rôle, est de revendiquer. C'est pour ça que ces deux composantes, oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que ces deux composantes, chacun assume sa responsabilité. Mais je suis en train de dire, si l'État ne veut pas assumer sa responsabilité, si le parti politique ne veut pas encadrer, n'oubliez pas que, qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit que les partis politiques concourent à l'éducation politique de leurs militants. Absolument. Alors si on voit le comportement des militants de façon violente, alors qu'on devrait avoir des comportements pacifiques, est-ce que les partis politiques jouent pleinement leur rôle? Ça, c'est déjà en porte-à-faux avec ce qui est dit dans la Constitution. La Constitution dit aussi que l'État est garant de la protection des droits et des libertés publiques. Mais si ça trouve que dans ce jeu État-opposition, le peuple est pris en otage au milieu, alors nous ne pouvons que nous analyser. Pour vous, le peuple est pris en otage? Oui, parce que le peuple est pris en otage par des discours.